Bon, alors je suis désolée, on m'avait pas prévenu qu'il y avait un dress code et qu'il fallait se déguiser aujourd'hui, donc j'ai pas mon déguisement de carnaval. Je suis un peu déçue quand même parce que ce matin on m'a dit que vous seriez tous déguisés et puis finalement j'en vois que quelques-uns. Donc comme l'a dit Célia, donc je viens de Saint-Étienne. En fait, je suis dans un laboratoire de recherche qui a pour particularité d'être sur plusieurs sites géographiques. Donc les deux grosses parties sont sur le site de Lyon, une partie à l'ENS et une partie à la Doua. Et il y a le village gaulois qui résiste à Saint-Étienne, dont je fais partie également. Donc je vais d'abord vous présenter un petit peu mon parcours. Je suis passée par un bac scientifique. Alors j'ai essayé de remettre dans le contexte avec toutes les réformes qui sont passées depuis. C'est un peu l'équivalent de spé, maths, physique, chimie, SVT à Saint-Étienne. Et à droite, vous voyez une photo de l'entrée de l'ancienne manufacture des armes de Saint-Étienne lors d'une biennale du design. Donc on voit les rideaux là, qui sont aussi une marque de l'industrie du textile de Saint-Étienne. Ensuite, j'ai fait un an de prépa pour me rendre compte qu'en fait, ça ne me convenait pas du tout, parce qu'il y avait en particulier beaucoup trop de biologie pour ce que je voulais faire. Donc j'ai réintégré ensuite l'université. Donc j'ai fait un DUG. Alors DUG, B, c'est L1 et L2 à l'université de Saint-Étienne, donc équivalent BCPST. Et ensuite, je suis partie faire l'équivalent de L3, Master 1, Master 2 recherche à Clermont-Ferrand, avec ce jeune homme au premier rang là, enfin les deux jeunes hommes au premier rang même d'ailleurs. Ensuite, j'ai fait une migration en Allemagne pour faire une thèse alors, le centre de recherche, c'est le Geoforschungszentrum à Potsdam. Et en fait, l'université qui est rattachée à ce centre de recherche, c'est la Technische Universität à Berlin. Donc j'ai passé 3 ans là-bas et j'ai fait pour simplifier, de la minéralogie expérimentale. Et ensuite, j'ai traversé d'est en ouest l'Allemagne pour aller faire un postdoctorat à l'université de Münster, donc vraiment côté plutôt la frontière hollandaise, où vous voyez qu'on fait beaucoup de vélo là-bas, c'est une ville qui est très agréable. Où là, je suis restée faire de la minéralogie et j'ai surtout fait en fait de la microscopie électronique en transmission, dont je vous parlerai pas mal au cours de cet exposé. Et ensuite, j'ai fait un choc culturel assez important puisque je suis partie à Toulouse. Donc là, de passer de l'Allemagne à Toulouse, c'est quand même pas la même organisation, on va dire. Où j'ai été recrutée donc, comme chargée de recherche au CNRS dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Géosciences Environnement Toulouse. Pendant les premières années, j'ai eu ces espèces de deux choses bizarres là, qui m'ont pas mal occupée en dehors de la recherche. Et je tiens à le souligner parce qu'on ne pose pas assez souvent la question de est-ce que c'est possible de concilier vie professionnelle et vie familiale quand on est une femme. Donc oui, c'est possible, mais effectivement, après, ça dépend de... On peut vouloir y consacrer plus de temps, donc je pense que j'ai consacré moins de temps à ma recherche à ce moment-là, et du coup, je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle il y a des décalages de carrière entre, en particulier, les hommes et les femmes. Donc voilà. J'ai soutenu ce qui s'appelle l'habilitation à diriger des recherches en 2011. Donc ça, c'est un truc qui est assez particulier, assez particulier en France. C'est le plus haut diplôme universitaire. Et c'est un diplôme qui permet de vraiment officiellement encadrer en particulier des doctorants, donc des thèses. Et ensuite, j'ai migré. Alors, on pourra rediscuter des raisons après la conférence si vous voulez. Donc j'ai mis ce titre-là, Pourquoi Saint-Étienne, en fait, en venant de Toulouse. Ça peut paraître... ça peut se questionner. Donc du coup, j'ai intégré le laboratoire Magma et Volcan
parce qu'il faut savoir qu'en fait, Saint-Étienne avant était rattaché à ce laboratoire-là, et maintenant on est rattaché depuis donc 2021, moi j'y suis depuis 2019, au laboratoire de géologie de Lyon. Il faut reconnaître que pour Saint-Étienne, être rattaché à un laboratoire qui s'appelle le laboratoire de géologie de Lyon, c'est pas tous les jours évident. Mais bon. Et ici, je vous ai mis les dernières nouveautés, en fait, que je vous montrerai aussi après. Donc ça, c'est une partie du gros microscope électronique en transmission. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis à Saint-Étienne, c'est pour cet instrument-là, qui fait partie vraiment des dernières générations de microscopes. Et très récemment, là, donc, au mois d'août, on a déménagé dans ce bâtiment-là qui est tout neuf, donc, avec les gens de labo de maths et de chimie. Ah oui, et puis donc j'ai passé un concours parce qu'au CNRS, en fait, quand on veut changer de grade à l'université aussi, on repasse des concours. Et donc là, c'est le concours pour être directeur de recherche donc, que j'ai eu en 2021. Donc voilà pour le parcours. Je tenais aussi à préciser un point qui est important. Alors je vous présente ma vision un peu de la recherche. C'est peut-être pas forcément la vision de tout le monde, mais en tout cas la mienne, c'est que dans la recherche, le collectif joue un rôle primordial, que ce soit national ou international. Et il y a une forte importance aussi de l'interdisciplinarité. Donc ce que vous pouvez voir ici, c'est peut-être pas complètement à jour, il y a peut-être des collaborations qui sont plus trop actuelles. Mais c'était pour vous montrer en fait que quand on fait de la recherche, on collabore avec énormément de gens, dans beaucoup de pays et de nombreuses disciplines. Donc vous avez par exemple, donc je travaille beaucoup avec les physiciens, un petit peu les chimistes, plus récemment aussi avec des gens à Grenoble qui sont dans les plutôt maths appliquées, évidemment sciences de la Terre, et très récemment un truc un petit peu comment dire, qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc là, depuis 2 ans, je travaille avec un artiste plasticien, je pourrais vous en parler aussi à Saint-Étienne. Et également, depuis le Covid, en fait, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont évolué dans notre manière de travailler et aussi avec les gens avec lesquels on travaille. Et en particulier, moi, j'ai un peu recentré les collaborations au niveau européen, on va dire. Donc j'ai encore des collaborations avec l'université de Curtin en Australie, mais c'est vrai que ça reste plus distant, alors qu'avant le Covid, on avait beaucoup plus d'interactions, de déplacements, parce qu'ils ont un instrument qui est extrêmement particulier à cet endroit. Alors, donc Laurette m'a dit qu'il fallait parler d'une journée type ou une semaine type. Alors là, j'ai vraiment eu du mal. Donc j'ai repris alors, pour celles et ceux qui ne le savaient pas, donc, notre ministre de l'enseignement supérieur, c'est Monsieur Baptiste. Donc j'ai remis à jour parce que j'avais ce dessin qui datait de quand c'était sous Pécresse. Donc j'ai changé j'ai changé un peu. Donc plutôt que de vous parler d'une semaine type, parce que c'est un des avantages en fait, du métier, c'est qu'il n'y a pas un jour qui se ressemble, on ne fait jamais la même chose d'une semaine sur l'autre, donc c'est assez compliqué de dire cette semaine je vais faire comme ça. Et donc ça c'est un avantage. Et pour mettre le pendant négatif, c'est qu'on fait, plus on avance dans la carrière, et même très tôt je pense, que Laurette ne me contredira pas, et plus on fait de gestion administrative, plus ça a pris une part importante dans notre métier, donc ce qui est un petit peu désagréable, il faut le dire. Donc là, je vous ai mis à peu près ce que je peux faire de mes journées, donc beaucoup de réunions, de laboratoires de discussion sur beaucoup de sujets, des réunions de gestion de recherche dans différents conseils, des rédactions de projets pour trouver des financements, des rapports d'évaluation. Là, on est en plein dans les évaluations des laboratoires, donc on est dans les rapports pour le bilan de l'évaluation du laboratoire. De l'administration, donc beaucoup de rapports de gestion de projet, de problèmes de facturation, de mission qui nous occupent pas mal de temps. Et là, on arrive aux trucs qui deviennent plus intéressants, donc des relectures d'articles ou de thèses, que ce soit des étudiants qu'on encadre nous-mêmes ou des relectures d'articles de pairs, puisqu'on fait du peer review, comme on dit.
des réunions de travail d'étape donc vraiment avec des discussions avec les doctorants qu'on encadre ou avec des collaborateurs, donc vraiment contexte scientifique, et puis de la rédaction d'articles scientifiques. Et le top du top, c'est quand on est en train de faire des manips. Donc, alors, c'est bien avec des étudiants et des collaborateurs, mais le mieux, c'est quand même tout seul devant son microscope à faire ses manips. Voilà, mais c'est vraiment, tout à la fin, ça a bien une raison, c'est parce qu'en fait, on arrive à en faire de moins en moins souvent. Voilà. Alors ça, c'était, quand j'avais passé mon HDR, l'idée, c'était de savoir un petit peu comment présenter ça. Et donc, j'avais essayé de sortir un peu des mots-clés qui correspondaient à ce que je faisais en recherche. Et j'avais demandé à ma fille, qui avait 7 ans à l'époque, donc elle avait vraiment très très studieusement recopié les mots-clés en anglais. Donc ça correspond un petit peu à mon travail de recherche à l'époque. Donc c'était en 2011. Et depuis, il y a quelques mots-clés qui sont un petit peu apparus. Mais en gros, mes domaines de recherche, c'est la minéralogie, en particulier les minéraux accessoires. Et parmi les minéraux accessoires, donc les minéraux qui contiennent de l'uranium et du thorium, parce que en fait, c'est des minéraux qui sont importants pour la géochronologie. Donc c'est un peu l'étude de ces minéraux-là et des processus qui vont un peu avoir une importance lorsqu'on veut contraindre les données de temps qui sont mesurées grâce à ces minéraux. Et l'autre aspect, c'est l'aspect échelle. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de temps et d'échelle. Et l'échelle, c'est vraiment à très petite échelle, donc les observations, c'est à l'échelle de l'atome, donc du nanomètre. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup mettre en avant. Donc c'est un bouquin qui commence à dater maintenant, c'est de 2 collègues minéralogistes qui sont extrêmement forts. J'ai vraiment beaucoup d'admiration pour eux, qui sont Patrick Cordier et Hugues Leroux, et qui sont au laboratoire Humet à Lille. Donc c'est vraiment un laboratoire de physique. En fait, ils sont physiciens, ils ne sont pas géologues au départ. Et si vous ne connaissez pas ce livre, je vous le conseille fortement. C'est un livre qui est absolument magnifique et qui vraiment décrit parfaitement mon travail ma façon de voir mon travail de recherche. Donc, en fait, c'est vraiment l'étude des minéraux et d'observer jusqu'à vraiment très petite échelle, donc dans son intimité, la matière. Et si on sait vraiment déchiffrer cette matière, on va pouvoir obtenir des informations extrêmement importantes qui vont nous renseigner sur de très nombreuses choses, sur les événements géologiques subis par ces minéraux. Donc en gros, c'est ça que je vais vous présenter, c'est comment on va chercher les traces qui sont enregistrées dans les minéraux et qui vont nous renseigner sur les événements, les processus géologiques. Alors pour ça, je vous ai parlé d'échelle, donc à quelle échelle on va aller travailler. Donc évidemment, c'est des choses où on travaille à plusieurs échelles, mais là, quand je vous parle d'aller chercher les traces, on va commencer plutôt à ces échelles de l'ordre du millimètre, du micron. Donc là, on va utiliser plutôt des microscopes électroniques à balayage, enfin microscopie optique, puis microscope électronique à balayage. Et donc, on va s'intéresser aux différentes phases, aux grains, aux précipités, donc à ce qu'il peut y avoir de la ségrégation de joints de grains. Ensuite, quand on va descendre, on va utiliser ce qui s'appelle la technique de EBSD, donc Electron Backscatter Diffraction. Donc dans ce cas-là, en fait, on va regarder les différentes orientations cristallographiques des minéraux, enfin des grains. Ensuite, quand on va descendre, on va pouvoir regarder les défauts dans ces minéraux, par exemple les dislocations. Donc là, du coup, on va passer à des études où on va avoir besoin de microscopes électroniques en transmission pour aller jusqu'à cette échelle-là. Et ensuite, on peut même maintenant, récemment, avec des instruments qui permettent ça. Donc ici, c'est des résultats de sondes atomiques tomographiques, dont je vous parlerai après. Et donc là, on va pouvoir aussi caractériser vraiment les hétérogénéités à l'échelle de l'atome, donc des variations chimiques à très très petite échelle dans les cristaux. Donc ça, c'était pour les échelles. Et donc, qu'est-ce qu'on va utiliser comme instrument
pour les couleurs, je suis désolée, les couleurs sont vraiment très délavées. Ça fait un peu vieux, quoi, alors que c'est des instruments de dernière génération. Donc du coup, en gros, voilà vraiment les instruments, l'ensemble des outils que moi j'utilise pour étudier ces traces à très petite échelle. Donc on va commencer à l'échelle la plus grande avec les microscopes électroniques à balayage, en particulier des techniques de BSD. Donc ça, ici, vous avez ce qui s'appelle le FIB, donc faisceau d'ion focalisé. Donc ça, c'est un outil qui existe maintenant depuis on est en quoi là, 2025 ouais, plus d'une vingtaine d'années, on va dire. À force, on devient de plus en plus vieux, donc ça augmente. Et ça, c'est un outil qui a vraiment révolutionné la microscopie en transmission et qui, je vous montrerai ce que ça permet de faire. Mais c'est vraiment un outil dont on se sert surtout pour, enfin moi je m'en sers pour préparer les échantillons, pour ensuite faire des analyses plus poussées. Donc ici, vous avez le microscope électronique en transmission qu'on a à Saint-Étienne, donc qui est vraiment un instrument de dernière génération qu'on a depuis, qui a été installé en 2019. Ensuite, il y a eu le Covid, mais en gros, on l'utilise depuis 2020. Et ici, c'est donc la sonde atomique tomographique. Donc ça, c'est celle de l'université de Curtin, qui a été vraiment l'université et le groupe de recherche qui a vraiment permis d'importer cet instrument dans les domaines des géosciences. Et c'est ça qui a vraiment fait avancer la recherche d'une manière assez incroyable. Donc ils ont vraiment pris énormément d'avance sur nous. Donc là, maintenant, on rame un petit peu pour rattraper le retard. Alors, le FIB, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un outil de préparation. On peut faire aussi des tas d'autres choses, mais je ne vous détaillerai pas ce qu'on peut faire aussi. Moi, je m'en sers pour préparer des échantillons. En fait, on va prendre, alors ça peut être un échantillon massif, une lame mince, une section polie, par exemple. Et l'idée, c'est donc, en général, si on veut faire ça, c'est pour aller localiser dans un échantillon massif un détail. Donc, par exemple, ici, on voulait essayer de prélever cette toute petite inclusion. Donc là, vous avez l'échelle, j'arrive pas à lire. Ça doit être 10 microns, je pense. Enfin, c'est donc des inclusions qui sont vraiment toutes petites. Elles doivent faire 1 micron, je pense, à peu près. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller prélever cette petite inclusion pour ensuite pouvoir l'analyser. Et donc le principe, c'est qu'on fait on va faire un dépôt qui permet à la fois de localiser l'endroit où est l'inclusion et de protéger la zone qu'on va aller découper. Et le principe du FIB, c'est qu'on utilise un faisceau d'ions, donc des ions gallium, et le principe, c'est d'abraser la matière. Donc ici, on va creuser avec le faisceau d'ions gallium, devant, derrière, pour garder juste une tranche. Donc ici, vous voyez la tranche qui est ensuite prélevée à l'intérieur de l'instrument. Donc la petite tranche là avec le micro-manipulateur. Ensuite, on va extraire on va amener cette petite tranche qu'on va fixer sur une languette comme ça. Donc là, vous voyez l'échantillon qui est fixé sur la languette. La languette, en fait, c'est la grille ici qui va être ensuite introduite dans le microscope. Et le dernier travail de préparation, c'est vraiment d'amincir le plus finement possible. Alors quand je dis finement, c'est en dessous de 100 nanomètres d'épaisseur. Pour vous donner une idée, une lame mince classique de roche que vous regardez au microscope optique, ça fait 30 microns d'épaisseur. Donc ici, on est à 100 nanomètres d'épaisseur. Et pourquoi 100 nanomètres? C'est parce qu'il faut que les électrons ils puissent traverser la matière. Donc on a besoin d'avoir des épaisseurs très très minces. Donc ici, vous voyez la petite inclusion là. Donc en fait, ouais, c'est beaucoup moins qu'1 micron, puisque là, vous avez 1 micron d'échelle, je pense. Donc on a réussi à prélever dans l'échantillon. Alors, une petite... je vais vous juste montrer, je ne vais pas trop détailler cette partie-là, mais c'est juste pour que vous ayez une idée de qu'est-ce que c'est que cet instrument qui est en fait arrivé dans le domaine des géosciences depuis pas très très longtemps en fait. Donc maintenant, à force, ça commence à faire, mais ça fait peut-être... c'est moins de 10 ans en fait qu'on commence à faire des mesures de sondes atomiques dans notre domaine. Donc c'est quand même assez récent. Et là, au lieu de préparer des échantillons en petites lamelles, comme ce que je vous ai montré juste avant, l'idée, c'est de faire des pointes.
Donc ici, c'est la même technique, hein, c'est toujours avec le fib. Donc on va faire on découpe un espèce de biseau, et ensuite on va le fixer sur des pré-pointes qui sont déjà préparées sur un porte-échantillon. Et à la fin, donc on a ces pointes-là, et ces pointes-là, elles vont être analysées dans cette machine. Et l'idée, en fait, c'est d'appliquer un champ électrique donc, sur la pointe et, pour évaporer les atomes un par un. Donc on peut évaporer les atomes un par un, et ensuite on a ce détecteur qui est à la fois sensible en position et au temps. Donc on va pouvoir mesurer le temps de vol et donc remonter au spectre de masse de l'élément, et donc faire des mesures isotopiques de cet échantillon-là à l'échelle atomique. Et en même temps, on va pouvoir faire des reconstructions en 3 dimensions, vu qu'on est sensible à la position également. Donc là, c'est ce que vous voyez ensuite après, on a le volume 3D. Donc là, chaque point est un atome. Donc on est capable de reconstruire cette pointe-là au départ, et d'avoir vraiment les atomes un par un dans le volume. Donc là, rapidement, c'est pour... je vous disais tout à l'heure qu'on a pris du retard par rapport à l'Australie. Donc ça, c'est pour pallier, en fait, et essayer de rattraper notre retard. Ce qu'on s'est dit, en fait, c'est plutôt que d'utiliser des instruments qui sont fabriqués par l'entreprise Cameca, nous, on va développer notre propre instrument, et comme ça, on le construira vraiment en adaptant chaque partie de l'instrument comme on veut et comme on souhaite, pour progresser en fait, dans l'analyse de nos échantillons, parce qu'on a des problématiques particulières. On ne travaille pas sur des matériaux comme les physiciens qui ont un élément, voire deux. Deux, déjà, ils sont perdus quand ils ont 2 éléments. Mais nous, on a tout le tableau de Mendeleïev dans nos échantillons. Donc l'idée, c'était vraiment ça. Et on s'est dit, le seul moyen de rattraper notre retard, c'est ça, en fait, c'est de construire un instrument et de le développer nous-mêmes. Alors évidemment, moi je ne suis pas capable de développer un instrument, mais à Rouen, il y a le labo en fait, qui a développé dans les années 70 les sondes atomiques, donc c'est eux qui sont vraiment à l'origine du développement de cet instrument-là. Et donc ce qui est super dans ce projet, c'est que c'est vraiment une collaboration, donc je reviens avec l'aspect collectif et interdisciplinaire, puisqu'en fait, on va s'appuyer sur des instrumentalistes et des physiciens qui sont instrumentateurs et qui ont les moyens humains et l'expertise aussi pour pouvoir développer ces instruments. Et nous, on leur apporte nos besoins, c'est-à-dire qu'on veut un instrument qui soit adapté pour ce que nous, on veut faire. Et d'ailleurs, du coup, là, vous n'êtes pas forcément concernés, mais donc je vais parler au... En fait, on cherche... Un étudiant en Master 2 recherche qui sera intéressé pour faire une thèse CIFRE avec justement l'entreprise Cameca. Donc je passe cet aparté sur la sonde atomique pour revenir sur vraiment mon outil de prédilection qui est le microscope électronique en transmission. Donc là je vous ai mis un petit peu l'évolution depuis une vingtaine d'années, je dis toujours 20 ans comme ça au moins j'ai pas l'impression de vieillir. Alors ça, c'est le microscope électronique en transmission le moins cher qui existe sur le marché. Vous pouvez le construire chez vous, hein, vous avez tous les plans pour le faire. Bon, par contre, je pense que vous aurez du mal à observer des atomes, même rien du tout. C'était pour un peu la blague. Moi, je trouve ça super d'avoir le microscope Lego. Lego, ils font vraiment des tas de trucs. Bref. Et ici, je vous ai mis, en fait, en 20 ans, pour vous montrer la différence et les progrès qui ont été réalisés sur ces instruments-là. Donc ici, en gros, c'est le microscope que moi j'utilisais quand j'étais en thèse, donc que j'ai soutenu en 2001. Donc ça, c'est une image que j'avais faite lors de ma thèse. Bon là, la qualité de l'image n'est pas terrible, mais c'est une image en haute résolution. Donc ici, vous avez l'échelle, 5 nanomètres. Et ici, la même échelle, sauf qu'en fait, c'est 20 ans après. Et sauf qu'ici, c'est plus 5 nanomètres, c'est 5 angstroms. Donc là, on a gagné un facteur 10. Et ce que vous voyez ici,
non seulement ce sont les atomes, parce qu'ici on voit une organisation des atomes, les colonnes atomiques, mais en fait on n'arrive pas à distinguer les atomes de manière individuelle. Et en plus, ici, non seulement on distingue les atomes de manière individuelle, mais en plus on est capable de dire quel atome c'est. Donc là, en fait, ce sont les atomes lourds, donc le cérium, dans une monazite, donc un phosphate de cérium. Et juste deux mots quand même, pourquoi on a réussi à faire ce saut technologique, on a profité en fait de l'amélioration technologique qui a été faite sur les télescopes et sur les lentilles en particulier. Donc en fait là, l'amélioration elle est due en fait au fait qu'on a ajouté des correcteurs d'aberration qui permettent d'améliorer la résolution. Donc, et l'amélioration de ces lentilles a permis vraiment un saut significatif. Donc rapidement, mais ensuite j'essaierai de vous montrer un petit film si ça marche. Mais en gros, donc, le microscope électronique en transmission, comment ça marche. Donc ici, vous reconnaissez donc la lame fibre que je vous ai montré comme on a préparé tout à l'heure, qui sera sur cette petite grille, une demi-grille qui fait 3 mm. Donc on voit ici dans le porte-échantillon cette demi-grille. Donc c'est ce porte-échantillon qui est introduit dans le microscope. Et ensuite, le principe, c'est qu'on va émettre donc on a une source d'électrons. Donc on va émettre des électrons qui vont traverser et passer dans différents types de lentilles électromagnétiques, puis traverser l'échantillon. Et ensuite, on a différents systèmes de détection qui vont nous donner des informations variées selon le type de détection qu'on va faire. Donc on peut faire de la cristallographie avec de la diffraction électronique. On peut avoir des observations à l'échelle atomique, et donc avoir la structure et les atomes, l'ordre et le désordre en fait dans le cristal. Et on peut faire aussi de la chimie, de la spéciation. En particulier ici, en fait, on est capable de savoir si le cuivre est sous forme plus ou moins oxydée dans le cristal. Alors là, je vais essayer de lancer ça. Je ne sais pas s'il y a du son, mais s'il y a du son, c'est pas très grave. Bon, c'est pas grave s'il n'y a pas le son, il y a les sous-titres. Mais en gros, l'idée, c'est de vous montrer, parce qu'en fait, quand on montre ça aux étudiants, en général, ils sont assez impressionnés par la taille des objets qu'on manipule. Donc ici, vous voyez bien là, la petite grille là, que je positionne sur le porte-échantillon. Oui, alors ça, c'est important aussi. Donc le microscope en transmission. Vous arrivez à lire les sous-titres là? Il faut que j'explique. Ok. Voilà, donc ici vous voyez la petite lame que je vous ai montrée tout à l'heure, elle est vraiment ici, donc ça se voit à peine en microscope. Donc ça c'est le microscope, et donc on va introduire le porte-échantillon dans le microscope. Donc là c'est, comme je dis, c'est le goniomètre. Et en fait, l'avantage de ce système-là, c'est qu'on ne le voyait pas forcément sur le porte-échantillon, mais on a des systèmes d'inclinaison de la grille. Donc on peut faire tilter, on dit, l'échantillon comme ça, et aussi sur le côté, ce qui nous permet en fait de faire varier par rapport au faisceau et d'orienter correctement le cristal. Et donc on va pouvoir jouer sur l'orientation, et ça c'est hyper important, c'est ce qui était montré avant. C'est que si on n'est pas vraiment dans un axe, eh ben, on ne va pas avoir les atomes qui seront vraiment empilés les uns sur les autres, on n'aura pas un ordre parfait. Donc ici, on voit dans le microscope la lame. Donc là, ce qui est drôle, en fait, ce film, je l'ai fait dans le cadre du projet Art et Sciences. Et donc, là, à côté de moi, à qui j'explique, en fait, c'est l'artiste plasticien. Donc, il faut que j'explique assez simplement, mais il est quand même très, très fort. Donc ici, vous avez, en fait, on passe au microscope, on passe vraiment une partie très importante de notre temps, comme la plupart en fait, quand on fait de l'analytique, il y a une énorme partie
qui est incompressible, où on est obligé en fait de faire des réglages, d'aligner. Donc ici c'est de l'alignement, il faut que, que le faisceau il soit bien aligné, qu'on n'ait pas de déformation aussi du faisceau, sinon on a des déformations des images. Et donc ici on voit, c'était des échantillons, on voyait des effets de choc violents, comme par exemple un impact de météorite, sauf qu'ici c'est des expériences qu'on a fait avec des gros lasers pour déformer vraiment, pour induire un choc, une onde de choc importante dans le minéral. Et du coup, ce qu'on voit, c'est des désorganisations très importantes de la structure. Donc c'est ça que je montre ici. On voit vraiment une différence. Ici, on a parfaitement un ordre parfait, et ici, on a complètement désorganisé le cristal. Donc là, on zoome un petit peu, on commence à voir, vous voyez, chaque point, en fait, correspond à un atome. Alors, on n'est pas en 2 dimensions, on est bien en 3 dimensions. Il ne faut jamais oublier qu'en fait, on a une épaisseur d'à peu près 100 nanomètres d'échantillons. Et d'où l'importance de bien orienter le cristal. Si on veut voir les atomes comme ça, de manière individuelle, il faut qu'on soit parfaitement dans un axe. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, on voit les atomes de manière individuelle, mais il y en a d'autres dessous, en fait, dans l'épaisseur. Oui, donc là, il me disait, c'était drôle, il me disait, mais là, il y a des zones de vide. Donc non, effectivement, ce n'est pas du vide, c'est que quand on fait ce type de détection-là, on va détecter que les atomes les plus lourds. En fait, on va avoir un signal quand c'est blanc, c'est que ça renvoie, c'est réfléchi en fait par l'atome lourd qui donne un signal. Et quand il n'y a pas d'atome qui est assez lourd pour envoyer le signal, ça va être noir. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu une séance de microscope. Et donc ça a été réalisé par une étudiante en master audiovisuel à Bordeaux, qui a fait des... Donc c'était aussi l'idée du projet, c'était aussi de pouvoir mettre de montrer en fait au public la technicité de ce qu'on peut faire dans nos laboratoires, donc la technicité des outils. On avait fait ça aussi pour de la lithopréparation, parce que c'est aussi peut-être que vous avez déjà vu ici comment on fait des lames minces. Donc c'est aussi une technique très très rare. Et donc ça nous a permis de mettre un petit peu en valeur ça aussi. Donc je vais avancer dans mon idée en fait de qu'est-ce qu'on peut faire avec quand on va essayer d'analyser ces traces dans les minéraux. Donc là je vais vous parler un petit peu de comment on va interpréter les traces qu'on va avoir dans ces minéraux, et aussi est-ce qu'on peut accéder aussi au temps, donc que ce soit les durées de processus, donc les vitesses, les âges absolus. Donc c'est les 2 notions qu'on va décrire maintenant. Donc on va enregistrer le temps. Comment on enregistre le temps? En fait, en datant les minéraux. Donc c'est les minéraux dont je vous ai parlé un petit peu au début, des minéraux accessoires qui contiennent... moi, je travaille essentiellement sur les minéraux qui contiennent de l'uranium et du thorium. Et donc, non seulement on peut accéder aux dates absolues, donc aux âges absolus, et remonter à essayer de reconstruire une histoire géologique, mais on peut aussi accéder aux durées et aux vitesses des processus. Donc là, c'est différents exemples sur lesquels j'ai travaillé, que ce soit dans les Alpes ou sur un cratère d'impact en Afrique du Sud, ici, là. Donc d'abord, il faut passer par un transfert d'échelle. Donc on a des études sur le terrain. Donc ici, c'est une brèche d'impact qui est en Afrique du Sud, donc qui est assez vieille. Donc vous voyez les traces de fusion, en fait, donc de l'impactite. Donc on a de la fusion liée à l'impact. Ensuite, on prépare des lames minces ou des sections. Et donc moi, là où vraiment je vais commencer à aller chercher les traces, c'est en utilisant les microscopes à balayage et plus. Donc là, vous avez une image ce qui s'appelle en EBSD, donc où on voit
vraiment la déformation, on voit des structures complètement déformées, qui ont même, enfin c'est même pas des macles rectilignes, c'est vraiment des macles qui sont arrondis. Donc c'est des structures assez bizarres. Alors les minéraux, donc Jean-Marc m'a dit que vous avez fait de la minéralogie, que vous êtes au top, donc voilà. Je ne vais pas vous faire un cours de minéralogie, je ne vais pas vous détailler tous les types de minéraux, je vais juste vous... Donc les minéraux qu'on va utiliser pour dater en uranium et thorium-plomb, donc il y en a beaucoup, hein. Moi je vais essentiellement m'intéresser au zircon et à la monazite. Donc là je vous ai juste mis en parallèle les structures zircon et monazite. Donc le zircon qui est quadratique, donc on a le zirconium qui est en coordinance 8, et puis là vous avez les groupements de silicates. La monazite, ici vous voyez que les terres rares sont en coordinance 9, donc c'est un système monoclinique, et ici vous avez les groupements PO4. Et la particularité, c'est pour faire rentrer le thorium et l'uranium, on a différents moyens, et en particulier on a ces deux substitutions-là. Donc dans un cas, on va faire rentrer le thorium et l'uranium avec du silicium en échange de terres rares et de phosphore. Donc dans ce cas-là, on va mobiliser les deux sites, donc à la fois le site terres rares et le site phosphore. Et dans ce cas-là, on va seulement mobiliser le site des terres rares avec du calcium. Alors, la réponse est dans la question. Les cristaux à dater, est-ce que c'est simple ou complexe? Donc vous voyez que alors ça c'est des exemples, en fait, un petit schéma, j'ai pas mis qui a fait ça, c'est Denis Fougerouz qui est à Curtin en Australie. Donc en surface et puis une vue 3D, c'est assez important d'avoir ça toujours en tête, en fait, quand on fait des analyses, c'est qu'on n'analyse pas juste la surface, c'est que dessous il y a quelque chose aussi. Donc ça c'est vraiment un truc qui est vraiment hyper important d'avoir toujours en tête. Et c'est pour vous montrer en fait à la fois les surfaces et les volumes analytiques, des techniques assez classiques maintenant, qu'on utilise depuis les années 2000 pour faire des analyses in situ, on dit. Donc on va utiliser l'ablation laser couplée avec des ICP-MS, de la microsonde électronique, des sondes ioniques. Donc ici vous avez sûrement forcément vu des sondes ioniques, même microsonde électronique, puisque maintenant il y en a une pas loin d'ici. Et ici je vous ai mis juste 3 images pour vous montrer que, en fait, même à l'échelle micrométrique comme on est ici, c'est pas si facile d'avoir des échantillonnages homogènes quand on fait des analyses, et donc on va avoir une grande complexité même à l'échelle micrométrique. Donc ici on voit, c'est une monazite qui a été une monazite d'impact, donc qui a été fortement déformée, donc on voit tout un tas de macles dans tous les sens. Et donc, quand on va faire une analyse pour essayer d'obtenir un âge, du coup, on va avoir un mélange d'informations important. Ici, on a le cas de monazite d'Antarctique aussi. On voit qu'elle est très complexe, donc on a plein de toutes petites inclusions. Donc, dans le volume analytique aussi, ça complexifie les choses. Et ici, même un zircon qui, en apparence, paraissait assez simple, maintenant, on a des outils tellement performants que même quand on fait du microscope à balayage à haute résolution, on voit qu'en fait, même un zircon assez simple alpin, en fait, il y a des structures assez complexes à l'intérieur. On voit une très très fine porosité ici. Et donc, quand on va faire une analyse, ici, on a 1 micron, je pense. Donc là, du coup, c'est pour ça que le cercle est plus grand. On va mélanger tout un tas d'informations également. Donc tout ça pour dire que ces échelles-là sont assez souvent pas suffisantes si on veut essayer vraiment de comprendre ce qu'on mesure. Et je vais essayer de vous donner un exemple rapide pour vous montrer ce qu'on peut faire sur ce cas-là. Donc là, c'est vraiment dans la complexité des échantillons, je pense qu'on peut difficilement faire plus complexe que ça, parce que c'est des échantillons d'Antarctique, donc des roches très anciennes, qui ont subi des métamorphismes de très haute température, plusieurs métamorphismes, donc on a des superpositions d'événements, donc c'est des roches qui sont vraiment très très compliquées. Mais je voulais vous montrer ça, toujours pour en revenir à cette histoire de collaboration et de collectif, et aussi de l'importance
de l'histoire, en fait, et de bien référencer les échantillons qu'on analyse, de garder en mémoire bien, de manière très très précise, les analyses qu'on fait. Donc ici, en fait, c'est donc travailler en Antarctique, c'est pas facile. On va pas y aller facilement. D'ailleurs, il y a plein d'endroits où on peut plus aller. Et puis ça coûte extrêmement cher et ça a une empreinte carbone aussi assez monumentale. Donc ici, l'idée, c'était, une des idées, c'était donc de travailler avec les Australiens qui étaient allés dans les années 70-80 en fait en Australie. Et donc en travaillant avec eux, donc via des collaborations, de pouvoir retrouver les échantillons et retravailler sur des échantillons qu'ils avaient étudiés dans les années 80. Donc à la fois on avait les connaissances de ces chercheurs qui avaient travaillé dessus, donc ça n'a pas de prix, et on pouvait retravailler sur ces échantillons là aussi. Donc là c'est ce qu'on a fait avec Simon Harley, qui est quand même une référence dans le domaine du métamorphisme de haute température et l'Antarctique. Et donc on a pu vraiment réaliser cette thèse, donc la thèse de Marion Turiani, qui a soutenu il y a quelques années, en partie sur ces échantillons d'Antarctique. Alors pourquoi je vous parle de ça aussi? C'est parce que ça c'était quelque chose qui a toujours intrigué les gens qui travaillaient sur les monazite à l'époque, dans les années 80. Donc ce sont ces échantillons-là. Il faut savoir qu'avant, en fait, on ne faisait pas d'analyse in situ ponctuelle sur des petits domaines, mais on travaillait avec cette technique-là, donc qui est la dilution isotopique couplée à de la thermoionisation, de la spectrométrie de masse. Et pour faire ça, en fait, on faisait des mesures, donc on broie les roches, on va séparer les minéraux, hein, donc ça c'est un travail de longue haleine aussi. Et ici, en fait, ils avaient séparé les minéraux en fonction de leur couleur. Donc c'était des monazite qui avaient des couleurs différentes. Et donc ils ont fait des analyses. Donc une analyse, en fait, c'est un mélange de plusieurs grains. Donc c'était à peu près 5 mg de tous ces grains-là. Et donc il y avait des grains qui étaient plus sombres et qu'ils avaient réussi à dire qu'ils étaient plutôt associés inclus dans des quartz et des grenats. Et puis ce qu'ils appelaient une matrice, c'est un peu où c'était des grains qui étaient un peu plus clairs, donc jaune et gris. Donc voilà. Donc il y avait ça qui était important. Et il y avait aussi donc ici, vous voyez, alors je ne sais pas si vous avez fait beaucoup de géochronologie. Alors, en fait, mais ça, normalement, si vous avez fait SVT et physique-chimie en première et terminale, vous le voyez. On ne me la fait pas à moi. Donc peut-être que c'est loin, mais normalement, vous l'avez fait. Alors, vous ne l'avez peut-être pas vu dans ce sens-là, vous ne l'avez peut-être pas vu présenté dans ce sens-là. Normalement, ce qu'on voit plutôt, c'est le diagramme avec les deux systèmes uranium-plomb versus uranium-plomb. Et du coup, la Concordia qu'on voit ici, là, elle est dans ce sens-là. Mais peu importe, c'est pas très grave. L'idée, en fait, le principe, c'est que vous pouvez juste retenir ça, c'est que quand on a les analyses qui se situent sur cette courbe, donc on appelle la Concordia, il n'y a pas de problème, on peut assez tranquillement dire que ça peut correspondre à un âge qui a du sens. Je résume vraiment très très simplement. Et c'est quand les points d'analyse sont en dehors de cette courbe, donc comme c'est le cas ici, que là on a un problème. Ça veut dire que le système, en fait, il a subi une perturbation. Donc soit, en général, les gens ont tendance à dire que la perturbation, vu qu'on est dans le système uranium-plomb, c'est le plomb qui a été perdu. Et donc du coup, on ouvre le système et donc on perturbe et donc on sort de cette courbe. Mais il y a d'autres raisons. On peut avoir des variations d'uranium qui ont aussi modifié le système. Mais bon, simplifions, on va dire donc ici, ce qu'on voit, c'est que ces grains-là, ils montrent qu'il y a eu une perte de plomb, donc le système a perdu du plomb. Et en fait, quand on va être ici, si on est ici, on n'a pas perdu du tout de plomb, donc on a 0 perte de plomb. Et puis on va ici, on a tout perdu, donc on a 100%. Donc si on remet à 0, ça veut dire qu'ici, en fait, on va dater le nouvel événement, celui qui a perturbé l'ensemble. Et ensuite, sur cette droite-là, on a plus ou moins de perte de plomb. Donc là, ça fait à peu près 10-30%. Et ici, on va être à peu près à 90%. En fait, ce n'est pas très linéaire. Bon, voilà. Donc en gros,
Donc nous, on a réétudié ces échantillons-là et on s'est dit, bon, ben, maintenant, on va appliquer des techniques modernes, on va faire des analyses à l'échelle micrométrique in situ et on va tout comprendre. En fait, ben, pas du tout, quoi, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, ben, à l'échelle micrométrique, c'est hyper compliqué, donc c'est très hétérogène, les grains qu'on a analysés. Et donc, ben, on retrouve un peu la même chose, hein, en fait. On retrouve cette tendance-là avec cette discordance, cette perte de plomb. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est assez localisé par rapport à l'endroit où sont les inclusions, c'est-à-dire que les monazite qui sont plutôt dans les grenats, elles ont un peu moins perdu de plomb par rapport à celles qui sont dans la matrice qui ont perdu beaucoup de plomb. Donc ça, c'est déjà des choses qu'avaient vues les Australiens à l'époque. On voit par contre qu'on est quand même vraiment très très dispersé. Alors bon, souvent en fait, bon bah c'est pas grave, on fait quand même passer une droite, voilà, ça fait à peu près ça. On retrouve à peu près les deux intercepts, hein, l'intercept haut à 2,4 en gros et l'intercept à peu près 1 milliard en bas, comme ce qu'ils avaient trouvé avant. Donc voilà, tout va bien, on va dire. Et en fait, ça c'était aussi quelque chose d'important que je voulais vous montrer, c'est que en fait, des fois, la dispersion, ben, en fait, elle veut dire quelque chose. C'est pas juste lié aux erreurs et on peut s'en accommoder. Il se trouve qu'ici, si on fait des études beaucoup plus poussées, donc en utilisant, en fait, on a combiné la sonde atomique tomographique et le microscope électronique en transmission, et ben, en fait, on arrive à voir qu'en fait, on a cette dispersion-là, et ben, elle est réelle. C'est pas juste des erreurs analytiques. En fait, on est capable d'enregistrer un troisième événement qui a été déjà observé dans la région, pas très loin d'ici, mais qui n'avait jamais été vraiment mesuré à très petite échelle. Enfin, là, on a pu détecter, en fait, la trace de cet événement qui a été enregistré dans ces minéraux, et on a pu le faire en allant vraiment à très très petite échelle. Et donc ici, la dispersion, ben, en fait, elle veut dire quelque chose. Donc des fois, il faut vraiment aller regarder un peu dans les détails, voir si ce n'est pas quelque chose qui pourrait nous donner d'autres informations. Et autre point, je ne sais pas si vous vous rappelez au début, deux diapos avant, donc je vous ai dit que les monazites qui perdaient moins de plomb, là, qui étaient dans le grenat ou le quartz, elles étaient de couleur plus foncée, donc marron plutôt. Et les autres qui ont perdu plus de plomb, eh ben, elles avaient une couleur plus claire. Et donc, du coup, ce qu'on a pu montrer, c'est que celles qui étaient plus foncées, en fait, elles sont plus foncées parce qu'elles contiennent beaucoup d'inclusions. Donc, toutes ces petites inclusions là que vous voyez, tous les petits points que vous ne voyez pas du tout parce que l'image est très mauvaise, en fait, mais tous les petits points là, en fait, c'est toutes des inclusions de plomb qui sont restées figées, en fait, à l'intérieur du minéral. Et c'est pour ça qu'on a perdu moins de plomb. Mais ce n'est pas intuitif, parce qu'on a perdu moins de plomb, mais du coup, on a conservé le plomb dans ces toutes petites inclusions-là. Et c'est pour ça que les grains sont beaucoup plus foncés, alors qu'ici, on a perdu plus de plomb, et du coup, les grains apparaissent plus clairs. Voilà, donc c'était un peu pour vous montrer comment on peut... des fois, ce n'est pas forcément utile de repartir sur le terrain, de refaire toutes les études. On peut repartir d'une étude qui a déjà été... où on a des données, et repartir à partir de ces données et avoir vraiment d'autres informations en utilisant des techniques un peu plus modernes. Alors je vais passer à la dernière partie où je vais vous détailler une étude un peu plus complète. Et ici, c'est pour... si vous avez des questions, je pourrais vous en parler. C'est pour vous montrer comment, en fait, grâce à ce projet Art et Sciences, on est capable de montrer autrement en fait, au public, un public varié, comment expliquer les sciences de manière autre. Et ici, par exemple, c'est ce qu'on avait fait, donc ce rideau là qui fait 3 mètres de haut. Ici, on a mis en parallèle en fait, une image de microscopie en transmission qu'on a énormément grossie. Et ici, on a fait le parallèle en fait, avec un peu le travail de géomètre en mettant ces bâtons d'échelle. Donc ici, en fait, chaque barreau fait 15 cm.
Et ici, ça correspond à 1 nanomètre, 2 nanomètres, 5, puis là on voit le 10 nanomètres. Donc ça c'est vraiment à l'échelle, donc on peut vraiment faire le parallèle. Et c'est comment un peu rendre visible quelque chose qui est invisible et qui est difficilement compréhensible en fait par n'importe quelle personne. Et donc ce qu'on voit ici, c'est ce que je vous montrais dans la vidéo aussi, c'est l'ordre et le désordre. Donc ici on voit vraiment le cristal, donc ça c'est un zircon parfaitement ordonné, donc les atomes qui sont parfaitement ordonnés. Et ici en fait on a appliqué un laser, donc à l'intérieur on a focalisé un laser très rapide dans le cristal. Et donc très localement, ça induit une onde de choc et qui transforme complètement qui désorganise complètement le cristal. Donc là, je vais parler de cette question-là. Donc ça a rapport avec des questions d'impact d'astéroïdes. C'est dans le cadre d'un projet ANR qui est porté par un chercheur qui est au CEREJ, donc qui est un laboratoire à Aix-Marseille, qui s'appelle Pierre Rochette. Donc là, j'ai mis tous les noms des collaborateurs, et c'était aussi important parce que, en fait, encore une fois, chacun a apporté en fait, sa pierre à l'édifice et a permis vraiment de réaliser cette étude-là. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans la recherche. Ce n'est pas chacun dans son coin qui fait son travail tout seul. On a chacun nos expertises, et en fait, en combinant l'ensemble des expertises, on est capable de fournir des travaux très intéressants. Donc, par exemple, ici, Pierre Rochette et puis Bill Glass, en fait, c'est deux. Alors, ils sont tous les deux émérites maintenant. Donc, Bill Glass est aux États-Unis, dans le Delaware, et donc Pierre à Marseille. Et c'est deux spécialistes des tectites. Donc, je vous expliquerai ce que c'est les tectites après. Donc, eux, c'est vraiment des experts sur ces matériaux-là. Moi, je ne suis pas experte dans les tectites, donc c'est pour ça qu'on a besoin en fait, de travailler ensemble. Là, c'était aussi l'occasion, je suis allée chercher Emmanuel Gardès, qui est aussi un ancien étudiant du jeune homme qui est au premier rang à gauche. Et c'est un spécialiste vraiment de tout ce qui est calcul de diffusion. En particulier, il a beaucoup travaillé ici sur la diffusion du plomb dans la ménazite. C'est pour ça que j'ai fait appel à lui ici. Pierre-Marie Zanetta, qui est un expert en microscopie en transmission en particulier. Et ensuite, Sergio Sao Joao, qui est un ingénieur à l'école des mines de Saint-Étienne et qui, lui, est spécialiste de BSD. Donc, ce que je vous ai expliqué un peu rapidement tout à l'heure, pour avoir les informations cristallographiques des minéraux. Philippe de Parseval, qui est un ingénieur de recherche à Toulouse, laboratoire Géosciences Environnement Toulouse, et aussi spécialiste de microsondes électroniques. Et je crois que j'ai fait le tour. Donc là, l'idée, dans le cadre de cet ANR, en fait, c'était de travailler sur des tectites et de rechercher le fameux cratère perdu des Australasites. Alors, qu'est-ce que c'est que toutes ces choses-là? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une tectite? Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de tectites. Les tectites, en fait, c'est des verres naturels qui sont très riches en silice. Donc dans ce cas-là, on a à peu près 77% de SiO2 dans les échantillons en question là. C'est variable, enfin c'est donc très riche en silice. Et ce sont des verres naturels qui résultent d'impacts d'astéroïdes. Donc ici, vous avez un petit schéma de ce qui peut se passer lorsqu'on a un astéroïde qui impacte le sol terrestre ou extraterrestre d'ailleurs. Donc on va avoir de la fracturation liée à l'onde de choc et aussi de la fusion. Et lorsqu'on va faire fondre ce sol, on a du matériel qui va être éjecté, qui peut être éjecté à des centaines de kilomètres. Et donc c'est ces éjectats, ce verre qui est produit, qu'on appelle des tectites. Donc, à quoi ça ressemble? Il y a une grande diversité de formes de tectites. Donc, je vous en ai mis quelques-unes. Donc là, qui sont au musée des Confluences à Lyon. Et ça, c'est de la collection une sorte de tectite de pierre
de Pierre Rochette. Donc vous voyez, en fait, la morphologie, elle va dépendre de pas mal de choses, de la composition du verre, de la température, de la viscosité, de la distance et de la rotation lors du trajet, etc. Donc on va avoir des formes très particulières et très différentes. Il existe 5 champs, donc on appelle des champs de tectique, qui sont actuellement bien connus sur Terre, dont le dernier, en fait, celui-là, il a été identifié il y a quelques années, je crois 2021, il me semble. Mais seulement, en fait, 4 ont un cratère qui a été trouvé. C'est-à-dire que pour ces 4-là, on sait exactement quel est le cratère qui résulte de la production de ces tectites. Mais pour le plus grand, donc celui-ci, qui est justement, qui résulte de ce qu'on appelle les australasites, ici, on ne sait pas, en fait, on n'a jamais encore retrouvé le cratère, donc quelle est la source de ces tectites-là. Et donc ça, c'est à la fois le champ le plus étendu et le plus récent, puisqu'il est daté à 800 000 ans. Donc voilà, donc le champ le plus étendu et le plus jeune, donc ça a été daté en argon par les Australiens il y a quelques années. Mais donc on ne connaît pas la source, on sait juste, alors il y a énormément d'études qui se sont intéressées à toutes ces tectites-là, et du coup ce qu'on sait en fait c'est que c'est un sédiment détritique, et donc après l'âge, je ne sais pas encore, il y a des hypothèses un peu différentes. Ici donc vous avez le champ avec à la fois les tectites qui sont répertoriées, et autre chose intéressante, ce sont en fait des minéraux dont on sait qu'ils ont subi des fortes pressions, donc typiques des impacts d'astéroïdes. Et donc ça contraint aussi les conditions de pression-température et un peu réduit aussi la localisation de là où devrait être le cratère. Donc les sites qui ont été proposés jusqu'à présent, donc il y en a plusieurs. Donc il y a le plateau donc ici de Bolavene. Il y a aussi le sud de la péninsule indo-chinoise. Et il y a une autre zone qui avait été proposée dans le désert de Baidan-Jaran. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est magnifique, c'est un grand désert au nord de la Chine. Voilà, donc en gros, c'est les 3 options qui sont encore proposées actuellement. Donc là, ce qu'on a fait, c'est pareil, c'est quelque chose que je trouve super comme type de collaboration, en fait. Donc on a pu étudier une inclusion en fait dans une tectite. Donc vous voyez les verts là, donc les tectites qui sont très noirs. Et ben des fois, en fait, on va avoir des inclusions qui sont piégées, donc qui sont de quelque chose, d'une trace en fait du sol qui a été impacté, et qui sont piégées et qui sont éjectées avec le verre en même temps, quoi. Donc ce qu'on a étudié, c'est la tectite de Myeongnang, c'est impossible à dire, et ce sont des échantillons qui sont particuliers, qui ressemblent à ça, donc des échantillons qui sont caractérisés comme étant les plus proches en fait de la source du cratère. Et donc en fait, elles ont été mises en évidence dans cette zone-là, donc Laos, Thaïlande, Cambodge, un peu ici, et puis aussi un petit peu ici aux Philippines. Donc l'échantillon qu'on a étudié, il vient de cette région ici. Et c'est ça qui est super, c'est en fait donc Bill Glass, dont je vous parlais tout à l'heure, donc il a fait toute sa carrière sur les tectites. Un jour, en fait, vu qu'il est parti à la retraite, il cherchait à donner en fait les échantillons, et plutôt que de se débarrasser de ces échantillons, donc il a contacté Pierre Rochette, qui est aussi est un grand spécialiste des tectites, et Pierre a pu donc récupérer ce petit morceau de tectite là, qui a été décrit dans les années 70. Donc dans les années 70, en fait, il avait décrit ces tectites-là avec différentes inclusions qui avaient été trouvées. Donc il y a un zircon, je ne sais plus ce qu'il y avait, quartz. Et donc la monazite, il avait déjà décrit en faisant de la diffraction aux rayons X. Donc il y avait le grain avec du verre autour. Et donc Bill Glass a donné cet échantillon à Pierre. Et Pierre
j'ai eu de la chance, il me connaissait, il savait que je travaillais sur les monazite, donc il m'a dit eh, tiens, tu voudrais pas regarder ce truc-là? Je dis bah si, c'est quand même vachement rigolo. Donc j'ai eu de la chance de récupérer cet échantillon et de pouvoir travailler dessus. Donc en faisant des techniques un petit peu plus, enfin une analyse MEB un peu plus poussée, donc vous voyez à quoi ressemble l'échantillon. Donc le grain de monazite, hein, c'est pas gros, hein. Ici c'est 10 microns, donc voilà le grain de monazite, et autour le verre donc, de la tectite. Donc qu'est-ce qu'on peut essayer, la question c'est ça, qu'est-ce qu'on peut essayer d'extraire comme information de cette inclusion-là? Donc on a dit que cette inclusion, c'est en fait c'est un témoin de ce qu'il y avait sur le sol lors de l'impact. Donc la question, c'est est-ce que l'inclusion qui a été piégée, elle a fondu totalement, partiellement, lors de l'impact? Si cette inclusion, elle a fondu, ben, a priori, il y a quand même peu de chances qu'on ait conservé quoi que ce soit comme mémoire de la zone de l'impact et de la roche qui a été impactée. Par contre, si elle n'a pas fondu, là, on a peut-être une chance d'avoir une information sur la roche qui était, enfin le sol qui était présent lorsqu'il y a eu cet impact-là. Du coup, l'idée, c'est de mettre en œuvre tout un tas de techniques pour avoir le plus d'informations possible, donc sur la structure, la chimie et éventuellement l'âge de cette inclusion. Et donc, on a mis en œuvre tout un tas de techniques allant du microscope à balayage jusqu'au microscope électronique en transmission. Donc, première observation, donc, l'inclusion au microscope à balayage. Donc, vous voyez qu'on a une forme, on voyait déjà tout à l'heure, hein, on a une forme qui est assez arrondie. Des fois, c'est un petit peu boursouflé ici, au contact avec le verre. Autre chose importante, on a donc une interface qui est assez nette. On voit pas mal de fracturation, une espèce de porosité un peu partout. Et ce qui est hyper... Alors, je ne sais pas si vous le voyez, normalement, c'est assez visible, mais on voit qu'on n'a pas la même teinte de gris ici et là. Donc ici, c'est un peu plus clair qu'ici. Donc ça, c'est parce qu'on a une zonation chimique dans le grain. Donc ça, c'est assez important et ça semble assez net aussi l'interface là. Et quand on va regarder la chimie vraiment de cette inclusion, on voit bien qu'on retrouve cette zone franche et que ce grain de monazite est zoné et on a une zone qui est plus riche en thorium sur la bordure et une zone qui est plus riche, qui est plus pauvre en thorium de l'autre côté. Donc là, c'est quand on regarde à l'échelle, donc microscope en transmission, donc on descend à l'échelle du nanomètre. Donc là, on voit l'ensemble. Donc on a fait une coupe fibre. Ouais, ça je ne l'ai pas montré. Si, là. Donc on a fait une coupe fibre ici. Alors l'idée, c'était au départ, je me suis dit, on fait une le plus près pour préserver au maximum si jamais je veux refaire ou si jamais je la perds. Donc j'ai fait une coupe à cet endroit-là, à l'interface en fait de cette zone-là. Et ce qu'on voit ici, donc on retrouve cette porosité, hein, une très forte porosité qu'on voyait déjà à l'échelle micrométrique. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est parfaitement cristallisé. Ici, ça veut dire que c'est un monocristal, donc c'est parfaitement cristallisé et c'est comme si c'était monocristallin. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'on n'a absolument aucun défaut qui témoigne de l'effet de la radioactivité. Alors ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas savoir, mais une monazite, quand on regarde en microscope en transmission, on voit très facilement des traces liées à la radioactivité et ça fait des espèces de taches sur les images de MET. Et ici, on voit qu'on n'a absolument aucune tache. Normalement, c'est vraiment très tacheté à cause des défauts induits par la radioactivité. Et là, on n'en a pas du tout. Donc ça veut dire que c'est cohérent avec le fait que ce grain a été chauffé à haute température et très récemment, parce que du coup, si on avait accumulé beaucoup de temps, on aurait reproduit de nouveau des défauts liés à la radioactivité. Donc on voit à la fois ces pores, on voit des joints de grains ici, donc ça c'est un joint de grain.
Mais on voit aussi ce qu'on appelle des sous-joints, c'est-à-dire que c'est des angles faibles où on a juste l'accumulation de dislocations. Donc ici, on voit quelques dislocations qui définissent des sous-joints. Donc ce n'est pas vraiment un joint de grain. Donc ça, c'est un premier résultat. Autre chose, quand on va regarder les variations chimiques, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas du tout de variations chimiques dans l'ensemble du cristal. Évidemment, à part ce que je vous ai montré tout à l'heure, la zonation en thorium, mais sinon, de manière locale, on n'a pas de variations chimiques. Et les seules variations chimiques qu'on peut voir, c'est des fois, en fait, dans la porosité, on va avoir un petit peu de verre, donc du verre de tectite, hein, qui a été piégé. Donc ici, on voit bien le verre, donc essentiellement de la silice, et puis beaucoup d'aluminium aussi. On continue d'accumuler les indices, en fait, et ici, on va faire ce qu'on appelle du TKD, que je ne vous ai pas du tout expliqué, mais en gros, c'est de l'EBSD, mais en mode transmission. C'est-à-dire qu'on va travailler directement sur la lame fibre, comme si on faisait du microscope en transmission, et on va regarder les variations d'orientation dans ce cristal. Donc du coup, ça permet de corréler vraiment ce qu'on observe en microscope en transmission et ici, et de voir vraiment les défauts, les variations d'orientation cristalline dans l'échantillon. Donc ce qu'on peut voir, c'est que par exemple ici, quand vous avez des couleurs différentes, ça veut dire qu'on a des orientations vraiment différentes des grains, et ça permet de voir qu'en fait on a des différents joints de grains. Donc ici, c'est différents joints de grains. Par contre, ce que vous voyez aussi, donc là, c'est très bien délimité, et ça correspond à des angles supérieurs à 10 degrés, donc c'est bien des joints de grains. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il n'y a pas que des joints de grains. On voit aussi ce qu'on appelle donc des sous-joints, que je vous ai montré avant, où on a des angles beaucoup plus faibles. Donc c'est ce qui apparaît en rouge ici. Donc dans l'ensemble, c'est un grain, mais à l'intérieur, en fait, on a des sous-joints aussi. Donc ça traduit le fait qu'on a un recuit qu'on a quand même beaucoup chauffé, on a fait migrer des dislocations et former des sous-joints. Et ça se voit très bien ici. Ça montre quand on a des très fortes densités de dislocation, et donc ça souligne bien vous voyez, ici par exemple, on voit là on a un sous-joint, et donc il est très bien marqué ici. Et j'ai oublié de dire que donc l'idée, en fait, ce qu'on voit, c'est que donc on le voit vraiment bien ici aussi, c'est que la porosité, les pores en fait sont connectés par des grains, et donc en fait on a probablement eu une espèce de fracturation, et c'est ça qui a permis aussi un petit peu de verre de pénétrer par le joint de grain et d'être piégé au niveau des porosités. Ensuite, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de faire de l'analyse de la composition chimique poussée de ces grains. Donc là, on va faire de la microsonde électronique pour vraiment caractériser de manière poussée la composition chimique. Donc ce qu'on peut dire, c'est que donc, ce grain, bon, c'est un grain d'origine détritique, hein, ça colle avec ce à quoi on s'attend. Et d'après sa composition, on peut assez bien le caler dans des domaines soit magmatiques, soit de haut degré métamorphique, ce qui nous renseigne quand même, ça c'est une information importante si on veut essayer de retrouver la source du cratère, parce que ça contraint quand même un petit peu quel type de roche on devait avoir à cet endroit-là aussi. On a pu faire des datations, alors c'est pareil, hein, c'est un petit grain, donc on a réussi à faire 8 analyses donc ponctuelles dans ce grain. L'avantage de la microsonde électronique, c'est qu'on peut faire on peut analyser des tout petits volumes, hein. Donc ici on a des diamètres de à peu près 1 micron, donc c'est des tout petits volumes. Mais bon, j'ai quand même supprimé des grains je n'ai pas considéré en fait des analyses qui auraient été trop au bord, justement pour éviter, vu que ça a chauffé, là on risquait quand même d'avoir des pertes, ou quand des fois ça peut tomber sur des inclusions où là on a des... Donc j'ai évacué quand même pas mal de points à cause de ça, d'analyse de mélange et choses. Mais on arrive quand même à conserver des mesures d'âge qui sont plutôt cohérentes.
enfin plutôt fiable. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a 2 âges distincts. Donc on a dans la zone qui était alors je me rappelle jamais, plus riche en thorium ici, on a des âges plus récents. Et ici, dans la zone plus pauvre en thorium, on a des âges qui sont un petit peu plus vieux, donc à 156 et 73 millions d'années. Et ce qui est intéressant ici, on a reporté ces âges en fonction de la distance au bord du grain. Et ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas... La crainte qu'on aurait pu avoir, c'est qu'on ait eu de la diffusion en bordure et vraiment perdre du plomb en bordure. Et donc là, vraiment, c'est pas du tout ce qu'on voit. Et de toute façon, on n'a pas considéré tout ce qui était en dessous de 2 microns. Donc ensuite, on a essayé de voir ce qu'on pouvait apprendre comme information sur l'histoire thermique de cet échantillon. Et donc là, c'est là que Manu est beaucoup intervenu sur les mesures de diffusion et la modélisation de ces mesures de diffusion. Donc ce qu'on peut voir, c'est on préserve donc cette zonation, comme on a dit, et qu'on n'a pas de profil de diffusion détectable. Donc ça veut dire qu'on n'a pas... Si on a fait de la diffusion, c'est vraiment sur des très très faibles distances, donc on peut s'affranchir vraiment de cette perte-là. Et donc, grâce à ça, on peut dire qu'on n'a pas atteint le point de fusion, ou en tout cas, on n'est pas resté suffisamment chaud pour complètement réhomogénéiser le grain, le faire fondre et tout réhomogénéiser. Et il se trouve qu'on peut aussi, donc ça j'ai oublié de vous le dire, on a une contrainte aussi, on sait qu'on est allé à plus haute température qu'environ 1673 degrés, parce que c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, on sait qu'on a atteint en regardant le zircon, on a une transformation de phase qui nous permet de dire que ces zones-là, lors de l'impact, ont vu des températures supérieures à 1600 degrés, parce que c'est vraiment caractéristique d'une transformation particulière du zircon. Donc, on veut dire qu'on peut contraindre notre température entre 1673 et 2050, qui est le point de fusion de la monazite. Et il se trouve que dans les années 80, il y a aussi eu des études qui ont été faites, expérimentales, pour modéliser la diffusion dans un liquide silicaté. Et donc Manu a pu réutiliser ça pour remodéliser et donc avoir des informations sur le taux de refroidissement. Et donc on obtient des taux de refroidissement. Donc si on prend la température la minimale et maximale, donc on a des températures qui sont de l'ordre de 1000 degrés par seconde et qui est totalement avec ce qui a été estimé par ailleurs dans d'autres études, des taux de refroidissement qu'on peut espérer dans ces contextes-là. Donc, en fait, non seulement on n'a pas fondu, mais en plus, le fait qu'on soit refroidi très rapide, ça va aussi dans le sens qu'on n'a pas eu le temps de diffuser dans tous les cas. Donc la conclusion, c'est que la question à laquelle on cherchait à répondre, c'était est-ce que l'inclusion a fondu lors de l'impact? Donc la réponse est non. Et donc du coup, on peut espérer que cette inclusion va nous donner des informations sur la source du cratère. Donc pour ça, on a fait, alors là c'est là que Pierre-Marie m'a aidé pour faire un peu d'analyse statistique. Il se trouve qu'il y a, et ça je trouve ça aussi hyper important, et ça revient un peu sur l'idée de l'importance de ces bases de données et de bien avoir des référencements analytiques qui soient utilisables en fait par la suite. C'est qu'ici, il y a ces auteurs, là, Mulder et Cawood, qui ont publié un article et ils ont mis à disposition, dans les supplémentaires de ce papier, une énorme base de données sur... Alors, c'était à la fois zircon et monazite. Et donc, j'ai pu réutiliser cette base de données en mettant 3 filtres pour contraindre par rapport à ce que moi, je voulais chercher. Donc, pour pouvoir comparer avec les âges qu'on avait mesurés, donc parce qu'en fait, ils compilaient des données avec des âges réalisés sur plusieurs techniques différentes, donc de la sonde ionique, de l'ablation laser et de la microsonde électronique. Donc moi, je voulais pouvoir comparer avec une technique comparable, donc j'ai considéré que les analyses les datations faites en sonde électronique. Donc j'ai exclu toutes les autres.
Donc, ensuite, j'ai contraint pour que ça soit un âge qui soit comme ce que nous on espérait. C'était pas la peine de regarder des âges de 500 millions d'années, alors que nos âges sont au maximum à 150 millions d'années. Donc j'ai quand même pris une marge importante jusqu'à 250 millions d'années. Et puis considérer, parce que dans la base de données, il y avait exactement la localisation des échantillons, etc. Donc du coup, j'ai considéré que la zone où potentiellement on pouvait avoir le cratère, ça ne servait à rien d'aller regarder à l'autre bout de la planète non plus. Donc du coup, de 100 000 points, je suis passée à peu près 5 000 points. Donc c'est tout ce que vous avez ici. Donc vous avez les âges en ordonnées, et ici c'est le rapport thorium sur uranium des échantillons. Alors ce qui a été compliqué, c'est qu'en fait, dans la base, il n'y a pas forcément à chaque fois, il y a des choses que je n'ai pas pu utiliser parce que dans les papiers, il n'y avait pas, soit il n'y avait pas les compositions chimiques en thorium-uranium, soit il n'y avait pas les âges. Enfin, du coup, potentiellement, forcément, il y a des trous et on n'a pas pu tout comparer. Mais bon, c'est déjà une première étude. Et donc, on a les ellipses de confiance à 75%. Et donc, avec ça, ensuite, on peut réduire considérablement. Et donc, il ne reste plus qu'à la fin ces trois provenances-là. Donc, vous voyez la zone Vietnam donc du fleuve Rouge, une zone dans les Philippines et le bloc de sud de la Chine. Donc, vous voyez ici. Donc, ça, c'est nos analyses. Et ça, c'est les trois autres domaines. Donc du coup, on a quand même réussi à réduire la zone. Et donc ce qu'on peut proposer, c'est qu'il faut aller chercher le cratère des Australasites dans ce triangle-là, en gros. Donc la zone Philippines, ici la zone du sud-Chine et la zone du fleuve Rouge au Vietnam. Et après, j'ai quand même essayé de fouiller un peu plus pour voir si je pouvais extraire des infos liées à la composition chimique. Bon, après, c'est pas si simple que ça, mais il se trouve que quand on compare les analyses de ces monazite de Red River, là, donc celles qui sont marquées juste avant, on voit qu'on n'a quand même pas exactement les mêmes compositions. Donc du coup, ça colle pas trop avec cet échantillon-là, mais bon, ça veut dire qu'il faut aller chercher. En gros, le message, c'est qu'il faut aller échantillonner pour essayer d'avoir d'autres échantillons dans ce secteur-là pour pouvoir trancher un peu plus. Et je vais finir un peu là-dessus. Donc, j'espère que je vous ai convaincu qu'il y a un intérêt en fait à aller étudier à très petite échelle les minéraux et qu'on peut avoir une énorme une quantité d'informations qu'on peut utiliser. Par contre, je vous ai aussi montré, et en particulier dans la dernière étude, que c'est important de ne pas juste faire des études à petite échelle, mais qu'il faut savoir aussi replacer dans un contexte et avoir un recul. Et l'idée, c'est d'accumuler à différentes échelles pour obtenir le maximum d'informations, pour reconstruire une histoire de ces événements-là. Et je vous remercie. Et c'est marqué, mais je remercie bien sûr Célia et Laurette pour l'invitation, et Jean-Marc aussi, bien sûr. Vous ne pouvez pas dire que vous avez faim parce que vous avez déjà tous mangé. Attends, j'ai pas entendu du tout ce que tu dis. Au niveau du parcours, ouais. Vous avez des difficultés par exemple pour une thèse, un doctorat, à la recherche que vous rattachez par la suite, des choses comme ça? Non, ah oui, c'est ça que j'ai oublié de dire. Je ne sais pas si vous avez vu au début, alors ça n'existe plus du tout maintenant. Hein. C'est-à-dire que j'ai fait ma thèse et ensuite j'ai fait un postdoc de 2 ans et j'ai été recrutée au CNRS. Ça, il faut oublier, ça n'existe plus. En fait, moi quand j'ai été recrutée, il y avait encore la limite d'âge au CNRS. Et du coup, ça permettait de recruter les gens jeunes. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, donc c'était assez facile de rentrer. Enfin, on rentrait au bout de 2 ans de postdoc. Maintenant, c'est plutôt 5 ans
de postdoc. Mais sinon, non, j'ai pas eu de mal à trouver... j'ai eu beaucoup de soutien pour trouver ma thèse, parce que je voulais partir à l'étranger. Et donc, parce que mon directeur de thèse, il est là, en fait. Co-directeur de thèse. Et en fait, non, c'était vraiment il m'a permis, en discutant vraiment avec les Allemands, de monter ce sujet de thèse. Et les Allemands, ils avaient quand même pas mal d'argent à l'époque dans ce centre de recherche. Et du coup, ça a été assez simple. Et après, le postdoc, c'est pareil. Il y a des offres de postdoc quand même assez régulièrement. Et là, c'était vraiment... c'était quand même un coup de... Il y a quand même pas mal de... Je dirais pas chance, parce que j'aime pas dire chance, mais d'être là au bon moment quand il y a vraiment l'offre qui est intéressante et qui colle parfaitement dans ce qu'on veut faire, quoi. Une technique que tu maîtrisais vachement. Ouais, après, c'est bien en fait de savoir se spécialiser dans une technique qu'on peut aussi valoriser par la suite. Ah oui, j'ai pas dit. Oula. C'était... Je l'ai fait en Allemagne, donc je me rappelle plus du titre exactement. C'était étude expérimentale de la remise à zéro des systèmes chronométriques dans la monazite. En gros, pour simplifier. Non, en gros, voilà, vous êtes vachement avancé avec ça. Non, en gros, c'est ce que je disais. C'est minéralogie expérimentale, dans le sens où, en fait... l'idée, c'était d'essayer de comprendre les mécanismes qui permettaient de remettre à zéro. Donc je pense que ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. De savoir quel est le mécanisme qui permet de réinitialiser le système chronométrique dans la monazite. Et donc il y avait une partie de faire de l'expérimentation, donc avec des autoclaves, pour essayer de comprendre ce mécanisme-là. Et il y avait aussi une partie plus structure, donc de l'incorporation, en fait, des terres rares, comment on a les mécanismes de substitution, combien on peut faire rentrer de manière expérimentale, à quelle température, et comment on peut essayer de calibrer un petit peu ça. Voilà. C'était quoi ce soupir? Oui. Pourquoi faire de la recherche? Et pas aller dans une entreprise pour faire de la promotion. Pourquoi faire de la recherche? Eh bien, en fait, c'est une curiosité intellectuelle, je pense, parce que c'est aussi quelque chose... Quand tu vas faire dans une entreprise, c'est quand même un peu plus répétitif. Là, l'idée, c'est que tu fais jamais la même chose, en fait, et puis tu te poses des questions, puis tu en poses d'autres, et puis tu essaies de résoudre certains problèmes. Ce que j'aime, c'est le travail aussi collectif de la recherche. Je pense que je suis assez rabâchée là-dessus. Et l'interdisciplinaire. Moi, je trouve ça hyper enrichissant de travailler avec des gens d'autres domaines. Alors, c'est pas forcément... on peut rester dans les sciences de la Terre, hein, même dans les sciences de la Terre, il y a des domaines très différents. Et je trouve ça hyper enrichissant, en fait, de travailler avec des gens qui ne travaillent pas sur la même chose, et les échanges qu'on peut avoir dans nos discussions, et l'apport de chacun. Ouais, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Aussi avec des entreprises, par exemple Cameca, ou des gens qui développent des instruments avec qui vous travaillez aussi avec eux. Ouais, alors Cameca, là, dans le projet, ils sont vraiment en partenaire. Donc eux, ils sont intéressés par le développement parce qu'ils ont bien compris que si on arrive à faire une machine, eux, ils pourront peut-être breveter les développements et vendre la machine qu'on aura construite, quoi. Donc ouais, c'est pas du tout les mêmes objectifs, quoi. Mais c'est intéressant aussi, ouais. Et travailler avec des gens qui sont vraiment des ingénieurs qui sont capables de monter à partir de toutes les étapes de construction d'un instrument, c'est incroyable aussi, hein. J'en reviens sur le début de votre carrière. Vous avez dit que c'était assez simple d'avoir... Ça a été
peu simple de Ouais. mais est-ce que ça semble plus simple de venir à l'étranger qu'en France, ou c'est juste que vous êtes allé en Allemagne parce que ça c'est traité par rapport à votre sujet de thèse? Alors j'avais envie de partir à l'étranger, mais je pense que si j'étais restée en France, je pense pas que j'aurais trouvé un poste. En fait, alors, pas parce que c'est le fait d'aller à l'étranger, enfin ça en fait partie, mais c'est parce que le labo dans lequel je suis allée faire ma thèse, c'était un... Enfin, je pouvais faire des analyses quand je voulais, comme je voulais, sans me poser de questions d'argent. Il y avait tout un tas de machines qui étaient hyper récentes. Enfin, c'était des conditions de travail, mais extraordinaires, quoi. Mais après, c'est vrai que c'est aussi bien de... Enfin, faut pas rester dans un seul laboratoire, c'est bien de bouger. Et puis, c'est bien, c'est intéressant de voir à l'étranger, parce qu'ils ne fonctionnent pas forcément de la même manière, donc tu apprends d'autres façons de faire de la recherche. Et je pense que c'est un plus après quand tu veux revenir en France. Hein. Donc, mais c'est pas juste le fait de partir à l'étranger qui a aidé, c'est juste que ce laboratoire avait des conditions analytiques qu'on n'avait pas en France. J'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait si j'étais restée en France, quoi. Ce qui ne veut pas dire qu'en France c'est nul. Hein. C'est aussi une part on voit le sujet de thèse qui nous plaît, c'est pas forcément en France. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Comment vous en êtes venu à choisir ce domaine d'études? Est-ce que c'est un peu par la force des choses que vous avez retrouvées là? Ou c'est vraiment, vous étiez le moteur et vous vouliez faire ce genre d'expérience et toucher à ce genre de machine? Alors, tu parles à partir de quand, en fait? Parce que il y a plusieurs réponses. Moi, j'ai toujours su que je voulais faire de la géologie, déjà. Mais au départ, je voulais faire de la volcanologie. Et je suis partie à Clermont, c'était pour travailler sur les volcans. Et quand je suis allée à Clermont, j'ai commencé par faire un stage l'été. Ça, je vous le conseille aussi, hein. C'est hyper enrichissant et ça permet d'avancer aussi sur ce qu'on veut faire, de faire des stages en dehors, en fait. Et j'ai fait un stage avec un prof en volcano, et je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais faire, quoi. Enfin, que j'ai pas du tout aimé, c'était plus de la sédimento que de la volcano. Donc en fait, des fois, on a une idée de ce que c'est. L'annonce le nom, c'était qui? C'était Camus et De Goer. Ouais. Et mais du coup, ça a permis d'avancer. Et après, par contre, il y a un cours qui a été déterminant. C'est le cours de Daniel Vielzeff à Clermont, qui a fait un cours de thermo. Et j'ai adoré ce cours-là de thermo. Et c'est à partir de là que j'ai voulu faire de l'expérimentation. Et je me suis retrouvée en fait à chercher un stage et à travailler avec Jean-Marc à faire de l'expérimentation. Donc c'était vraiment ça qui m'intéressait, l'expérimentation. Et du coup après, le sujet c'est pas forcément moi qui l'ai trouvé. Moi c'était les sujets qui étaient proposés, mais c'était quand même des sujets qui m'intéressaient parce qu'il y avait à la fois l'expérimentation et la minéralogie. Donc c'était vraiment les deux choses qui m'intéressaient. Et puis plus tard, après la thèse, en fait, je suis tombée dans la microscopie en transmission quand j'étais en thèse. Et là, une fois qu'on a commencé à travailler sur cet instrument-là, en fait, après, j'ai pu lâcher et j'ai fait que vraiment travailler à ces échelles-là, avec cet outil-là, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu. Okay. L'azite. Et du coup, c'est quoi, on a une idée de la puissance de l'impact et des conséquences que ça peut avoir un impact comme ça? Ça, je pourrais pas te répondre. Je crois que j'en connais pas suffisamment sur le sujet-là. Mais ouais, ça doit avoir des conséquences parce que vu la dispersion
des particules. Je sais qu'ils savent que le diamètre du cratère, il est estimé à entre 30 et 100 km, ils ne savent pas tellement plus. Et après je sais pas plus que ça. Et puis je sais pas au niveau de 800 000 ans ce qui s'est passé, peut-être qu'il faudra regarder aussi, j'ai pas trop en tête. Je préfère pas dire de conneries, quoi. Sauf que c'est enregistré. Oui. Est-ce que vous avez établi ce même type de début de représentation du chercheur et que les manipulations, on prenait qu'une petite partie de la semaine, est-ce que vous pensez qu'il y aura une vraie bascule et dans ce cas-là, toute l'expérimentation et le travail sur le projet aura de plus en plus d'ampleur ou est-ce qu'on va avoir continuité de cette évolution de Alors déjà, c'est ce que je disais, hein, semaine type, c'est compliqué pour nous en fait, parce que il y a des semaines où, si je veux, je peux aller me bloquer des séances d'analyse, mais c'est un peu, comment dire, en fait, je pense qu'il y a un niveau en fait, où on fait passer le collectif avant ce qu'on fait. Et du coup, tout le reste en fait, va passer avant. Et finalement, quand j'arrive à me dégager du temps, je vais aller faire des manips. Mais c'est un peu pour ça qu'en fait, j'arrive pas à faire des manips. Donc, je pense que c'est un peu lié au niveau de carrière aussi. Après, si je veux, je peux arrêter de faire tout un tas de trucs qui me prennent un temps fou et puis m'enfermer au microscope, faire des manips aussi. En fait, je pense, c'est pour ça que je disais, c'est ma vision de la recherche, c'est comment moi je travaille, mais chaque personne va être différente. Il y a des directeurs de recherche qui font rien pour le collectif et du coup qui vont faire beaucoup plus de manips et de recherche et d'écrire des articles et tout. C'est pas ma vision de la recherche. Donc c'est un peu dépendant aussi des personnes, je dirais. Une question justement par rapport au projet de recherche. Sachant que vous avez des équipements qui sont relativement avancés, est-ce que vous avez des difficultés pour débloquer des fonds dans votre projet de recherche ou c'est un peu plus comme c'est avancé, c'est relativement fréquent que vous puissiez avoir des difficultés? En fait, alors, les demandes de financement, c'est pareil, c'est un peu je dirais pas, c'est pas la loterie, mais il se trouve qu'il y a des moments où on va faire, tous les ans, on fait des demandes de financement et on n'arrive pas à en avoir. Et puis là, moi, il se trouve que tout est tombé en même temps, quoi. Donc là, j'ai pas de problème d'argent, je peux travailler, mais en fait, ça va dépendre. C'est assez fluctuant, quoi. Mais on arrive quand même, à trouver des financements, ça dépend ce qu'on fait. Finalement, si on veut nous-mêmes faire nos manips, juste faire des manips, on peut trouver des financements, c'est pas très important. Par exemple, quand je veux faire des analyses, il faut que j'ai de l'argent pour payer les analyses. Donc ça, il faut avoir des financements, mais c'est moins important que quand on a un gros projet de recherche et qu'on veut essayer d'avoir un financement pour financer un postdoc ou financer une thèse. Donc là, tout de suite, c'est un peu plus conséquent. Et ça augmente la taille de l'équipe avec qui on travaille aussi. Ouais. J'ai une question sur les financements. Est-ce qu'à l'étranger, les financements par rapport à la France sont plus accessibles et est-ce que la recherche à l'étranger, comme par exemple en Allemagne, est plus simple en France? Non, je pense pas. Je pense que maintenant, c'est à peu près... pareil. En fait, quand moi j'ai commencé, tous les gros systèmes de financement, alors vous avez peut-être entendu parler, ANR, ERC, tout ça, ça n'existait pas en fait. Quand moi j'ai démarré, ça a démarré l'année après où j'ai été recrutée. Mais ça existait déjà en fait aux États-Unis, en Allemagne, tout ça, ça existait déjà en fait. La France a fait juste qu'appliquer ce qui existait ailleurs. Donc maintenant, je pense que c'est à peu près équivalent. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Célia ou Laurette, enfin ce que vous en pensez. Mais je pense que c'est à peu près pareil. Le RC, c'est accessible. Je ne sais plus quels sont les pourcentages entre la France et les autres pays, mais on est plutôt quand même dans les premiers aussi. Il y a beaucoup plus de... Alors, il y a beaucoup plus de guichets, en fait, on va dire, pour avoir de l'argent. C'est possible d'en avoir, mais du coup, on passe notre temps à faire des demandes tout le temps, quoi.
Plutôt avant, moi, quand j'ai démarré, en fait, il y avait peut-être moins de financement, donc c'était peut-être plus difficile de financer des postdocs. En plus, ça n'existait pas vraiment. En France, il n'y en avait quasiment pas, moi, de postdocs quand j'ai démarré. Ça a démarré tout juste à exister. Et on avait de l'argent qui arrivait dans les laboratoires. Après, c'était distribué dans les laboratoires. Il y avait des financements nationaux aussi qui étaient plus importants. Et puis, ils sont arrivés ces gros financements. Et le pour et le contre. Maintenant, du coup, c'est bien parce qu'on peut financer des thèses, des postdocs, mais du coup, il va y en avoir de plus en plus. Et après, on fait quoi avec les gens qu'on forme? Enfin, le but, c'est pas d'avoir de la main-d'œuvre pour faire de la recherche. Donc, il faut qu'on arrive à aussi proposer des postes, que ce soit en académique ou dans le privé, aux gens qu'on forme, quoi. Voilà. Ça va devenir un discours très politique, ce que je vais faire. Force. Vous travaillez dans le domaine de la géologie. Est-ce qu'il vous arrive de temps en temps de faire des phases de terrain dans le cadre de repérage? Alors, moi, je ne fais pas de terrain. En fait, je n'aime pas du tout le terrain, pour être clair. Non, alors, quand j'avais un étudiant en thèse quand on a démarré la thèse, en fait, c'était un projet sur la Norvège. Donc là, je suis partie, on était 3 co-encadrants, en fait. Donc je suis partie avec l'équipe pour démarrer la thèse, et puis c'est bien quand même de voir. Mais je suis inutile, je ne sers à rien sur le terrain. C'était plus pour voir vraiment de se rendre compte du contexte. C'est aussi bien. Je dis j'aime pas le terrain. En fait, j'aime la montagne, mais j'aime pas faire du terrain et passer mon temps à regarder. En fait, je pense qu'en géologie, il y a un peu les deux cas. Il y a les gens qui sont bien sur le terrain, il y a les gens qui sont bien dans les laboratoires. Moi, je suis bien derrière mon microscope. Et je pense que je suis plus utile derrière mon microscope que sur le terrain. Donc chacun son métier, c'est vraiment des métiers différents, je trouve. Ce qui ne m'empêche pas de... Mais du coup, vu que je suis vraiment nulle sur le terrain, je travaille avec des gens qui sont très forts sur le terrain. Donc, et c'est là, encore une fois, que prend tout le sens de la collaboration. Donc, c'est-à-dire que dans ce cas-là, je travaille et je discute avec des gens qui connaissent le terrain et qui savent interpréter ce qu'ils voient sur le terrain, etc., quoi. Parce que c'est hyper important. Une dernière question pour Magali.